En l'an 1856, au cœur du vieux Sud américain, le soleil impitoyable frappait les vastes champs de coton du Mississippi. Était une époque de profondes inégalités, où la société était bâtie sur le travail forcé et la souffrance. La vie des Noirs était qu'une chaîne sans fin de labeur épuisant et d'humiliation constante, chaque jour étant une lutte acharnée pour la survie et la dignité. Les maîtres de plantation régnaient en souverains absolus, leur pouvoir sur la vie et la mort de leurs esclaves étant sans limite et incontesté. C'est dans ce monde impitoyable et brutal que élevait la figure de Madame Abigail Sterling, âgée de 45 ans. Elle était épouse du riche planteur William Sterling, et, de par son statut, elle exerçait une autorité immense et souvent cruelle, sur les centaines d'esclaves travaillant sur leur vaste terre. Derrière les murs imposants de la grande maison, son regard dur et son maintien rigide dissimulaient une ambition dévorante, une obsession personnelle, qui allait bientôt se déchaîner de manière atroce sur les plus vulnérables de sa propriété. Madame Abigail Sterling était une femme aux traits durs, dont l'élégance forcée ne parvenait pas à masquer une profonde amertume. Consumée par le désir ardent d'avoir un héritier, elle était rongée par le ressentiment de sa propre stérilité, une faiblesse qu'elle refusait d'accepter. Cette obsession maladive la poussait à chercher désespérément une cure, une solution à son problème, et elle était prête à tout pour l'obtenir. C'est ainsi que son esprit tordu se tourna vers les esclaves de la plantation. Pour elle, ces hommes et ces femmes n'étaient pas des êtres humains, mais de simples objets, des outils à sa disposition. Elle voyait en eux des cobayes potentiels, des instruments, pour ses expérimentations dérangées. Son sadisme froid se manifestait dans la manière dont elle envisageait d'exercer son pouvoir, transformant sa quête personnelle en un rituel d'humiliation et de contrôle. Durant l'été étouffant de 1856, l'obsession d'Abigail atteignit son paroxysme. Désespérée d'engendrer un enfant, elle initia une série d'expériences de fertilité, d'une brutalité inimaginable. Sarah, une jeune esclave aux yeux vifs, et d'autres femmes de la plantation furent contraintes de se dénuder devant elle, leur corps exposé à son regard froid et jugeant. Elles furent ensuite forcées d'ingérer et d'appliquer sur elles des concoctions maison, des herbes douteuses et des mixtures inconnues, sous le prétexte fallacieux de tester leur efficacité. Ce qui avait commencé comme une quête désespérée pour un remède, dégénéra rapidement. Cela devint un rituel sadique d'humiliation et de contrôle, où les esclaves étaient plus traités comme des personnes, mais comme de vulgaires cobayes jetables, de simples instruments pour l'obsession dévorante et cruelle de Madame Sterling, sans aucune considération pour leur souffrance. En l'an 1856, au cœur du vieux Sud américain, Sarah, à 22 ans, portait sur ses épaules le poids d'une existence sans joie ni espoir. Ses yeux vifs, souvent baissés, dissimulaient une intelligence et une force âme que personne n'aurait pu soupçonner, surtout pas sa maîtresse. Elle était l'une des centaines d'esclaves de la plantation Sterling, mais son rôle de domestique la plaçait directement sous le regard impitoyable de Madame Abigail. Chaque jour était une épreuve, une danse silencieuse entre l'obéissance forcée et la survie. Les champs de coton étaient rudes, mais la grande maison était plus encore, remplie d'une tension constante. Abigail la voyait comme une paire de mains supplémentaires, un corps sans âme, jamais comme la jeune femme pleine d'esprit qu'elle était réellement. Cette sous-estimation allait devenir la fondation de ce qui allait suivre, une vengeance silencieuse. Les expériences de fertilité d'Abigail devinrent rapidement un cauchemar quotidien pour Sarah et les autres femmes. Dans une pièce sombre et étouffante, elles étaient contraintes de se dénuder, leur corps réduit à de la chair à examiner. Abigail, assise sur une chaise, les observait avec un regard clinique, presque dénué de toute humanité, comme si elle étudiait des animaux. Elle leur faisait ingérer des mixtures amères, des herbes séchées dont l'odeur piquait la gorge, et des onguents aux textures étranges, sous le prétexte fallacieux de stimuler la conception. Chaque gorgée était une humiliation, chaque application une violation de leur intimité. Sarah sentait son cœur se serrer de honte et de colère, mais elle devait garder son visage impassible. Montrer la moindre émotion était une invitation à plus de souffrance, à une punition encore plus sévère. Elle était plus qu'un objet, une marionnette dans les mains d'une femme désespérée et cruelle. Les jours passaient, et les effets de ces remèdes étaient souvent désastreux pour les malheureuses esclaves. Certaines femmes souffraient de maux de ventre atroces, d'autres de vertiges incessants, et plusieurs furent prises de fièvres débilitantes, leurs forces s'amenuisant. Leur corps, déjà épuisé par le travail des champs, était désormais torturé par ces substances inconnues et dangereuses. Abigail, indifférente à leurs gémissements et à leur faiblesse croissante, notait méticuleusement chaque symptôme dans un carnet, son visage impassible.
Pour elle, ces réactions haine étaient pas des signes de souffrance, mais de simples données à analyser, des informations pour sa quête égoïste. Sarah, observant ses compagnes d'infortune, ressentait une colère sourde monter en elle, une fureur contenue. Elle voyait la vie éteindre peu à peu dans leurs regards, la dignité s'effriter sous le poids de cette folie, et chaque jour apportait son lot de nouvelles horreurs sous le regard froid et calculateur de la maîtresse de plantation. Un après-midi particulièrement lourd, après qu'une des femmes ait vomi la mixture devant Abigail, la maîtresse se tourna vers Sarah avec une fureur contenue. « Toi, Sarah, tu es plus forte que les autres, n'est-ce pas ?» dit-elle, les yeux étincelants d'une intention malveillante, un sourire fin aux lèvres. Dès ce jour, Sarah fut soumise à des doses plus importantes, à des mixtures plus concentrées et à des applications plus fréquentes, sous la surveillance directe et sans relâche d'Abigail. La maîtresse la désigna comme son cas de étude le plus prometteur, une distinction sinistre qui signifiait une torture accrue, une attention malsaine. Sarah était devenue la cible privilégiée de la folie d'Abigail, son corps et son esprit soumis à une épreuve encore plus dure. Elle était humiliée publiquement, son corps étant devenu un laboratoire personnel pour les fantasmes de fertilité de sa maîtresse. Ce traitement extrême n'était pas un remède, mais une punition déguisée, une forme de contrôle absolu. Malgré la douleur lancinante et épuisement profond, un feu brûlait au fond des yeux de Sarah, une lueur de défi. Chaque humiliation, chaque dose forcée ne faisait qu'alimenter une détermination nouvelle, une étincelle de résistance indomptable. Elle écoutait attentivement les instructions d'Abigail, observait les herbes utilisées, les couleurs des liquides, les réactions des autres femmes et les siennes. Son esprit, loin d'eux, être brisé par ces épreuves, commençait à analyser, à chercher des schémas, des faiblesses dans la cruauté de sa maîtresse. La honte et la peur se muaient lentement en une résolution froide et inflexible. Elle ne pouvait pas se permettre de mourir en cobaye anonyme. Si Abigail la voyait comme un simple objet, Sarah allait transformer cette perception en une arme redoutable. Une vengeance silencieuse et insidieuse commençait à prendre forme dans les replis de son esprit, nourrie par la douleur et l'injustice subie. Les jours suivants furent un tourment sans fin pour Sarah. Abigail, galvanisée par sa nouvelle découverte, multipliait les doses et les applications, avec une férocité renouvelée. Sarah était désormais soumise à une surveillance constante, chaque mouvement épié, chaque réaction notée. Son corps, déjà affaibli, réagissait violemment. Des nausées incessantes la tordaient, des vertiges la faisaient chanceler, et une fatigue écrasante s'installait, lui volant toute force. La lueur de défi qui animait ses yeux s'estompait, remplacée par un voile de douleur et d'épuisement. Elle se sentait se consumer de l'intérieur, son esprit luttant désespérément contre l'anéantissement de son corps. La plantation, autrefois un lieu de labeur et d'humiliation, devenait pour elle une prison de chair et d'esprit, dont les murs semblaient se resserrer chaque jour davantage, ne laissant aucune échappatoire. Son existence était plus qu'une longue agonie, une épreuve inhumaine orchestrée par la folie de sa maîtresse, sans que personne ne puisse intervenir pour la sauver de ce supplice quotidien et incessant. Pour Abigail, la souffrance de Sarah n'était pas un signe d'échec, mais une preuve de la puissance de ses remèdes. Elle exhibait Sarah, affaiblie et tremblante, devant les autres esclaves, comme un avertissement silencieux. Les regards des autres femmes, remplis de pitié et de terreur, ne faisaient qu'accentuer le sentiment d'isolement de Sarah. Elle était devenue un spectacle, une leçon vivante de la toute-puissance de la maîtresse. La honte la brûlait plus que les mixtures amères, et la solitude l'étouffait. Elle ne pouvait plus se cacher, ni même prétendre à une once de dignité. Chaque fibre de son être criait à l'injustice, mais sa voix était muselée, son corps brisé, et son esprit menacé de sombrer dans l'abîme du désespoir. Elle était plus qu'une coquille vide, exposée à la cruauté de tous, sans ombre, ni refuge. Sarah atteignit alors le point le plus bas de son existence. Les jours se confondaient en une spirale de douleur physique et de détresse mentale. L'idée même de résistance, de vengeance, semblait désormais une folie inaccessible. Son corps la trahissait, son esprit était engourdi par la souffrance, et la perspective d'une quelconque échappatoire évanouissait à chaque lever de soleil. Elle se sentait piégée, submergée par un océan de désespoir, où chaque vague menaçait de l'engloutir définitivement. Les images de sa famille, les souvenirs d'une vie avant cette horreur, s'estompaient, ne laissant qu'un vide douloureux. Le système l'avait broyée, la réduisant à l'aile, état de victime impuissante, et elle commençait à croire qu'il n'y avait plus de lumière au bout de ce tunnel sombre. Elle était perdue, sans espoir. Pourtant, même dans cet abîme de faiblesse, l'esprit de Sarah, bien que voilé par la douleur, ne s'éteignit pas complètement.
Ses yeux, souvent mi-clos, continuaient d'enregistrer, d'analyser. Elle observait Abigail griffonner dans son carnet, notant méticuleusement les herbes, les quantités, les réactions. C était un mécanisme de survie instinctif, une habitude ancrée, presque automatique. Chaque détail, chaque symptôme, chaque mot prononcé par la maîtresse était stocké quelque part dans son esprit brisé. Cette capacité d'observation, bien que passive, était le seul vestige de sa force intérieure, une étincelle infime qui refusait de cesse, éteindre entièrement. Elle ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais son cerveau continuait de trier les informations, comme un archiviste silencieux de sa propre torture. Si cette histoire vous tient en haleine, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de laisser un commentaire. Votre soutien nous aide à vous raconter encore plus de récits poignants. L'impatience d'Abigail grandissait. La stérilité persistante de Sarah, malgré les traitements intensifs, alimentait sa frustration. Elle était convaincue que la solution résidait dans une cure encore plus puissante, plus radicale. Un après-midi, elle présenta à Sarah une nouvelle mixture, plus épaisse, à l'odeur âcre et inconnue. Ceci, Sarah, est le remède ultime, déclara-t-elle avec une lueur fiévreuse dans les yeux. Si cela ne fonctionne pas, rien ne fonctionnera. Sarah était une menace à peine voilée, un ultimatum. Sarah, le corps tremblant, fut forcée d'ingérer la potion. Elle sentait le liquide brûler sa gorge, une douleur atroce se propageant dans son ventre. Le désespoir était palpable, car cette nouvelle étape semblait la condamner à une fin certaine, sans aucune possibilité de répit ni d'évasion. Elle était l'objet de la dernière folie de sa maîtresse. La nouvelle mixture agit en quelques heures. Sarah fut prise de convulsions violentes, son corps secoué de spasmes incontrôlables. Une fièvre brûlante l'enveloppa, ses membres devenant lourds et froids. Elle s'effondra, son souffle devenant rauque et superficiel. La maîtresse, bien que légèrement alarmée par la violence de la réaction, ne fit preuve d'aucune pitié. Le docteur de la plantation fut appelé en urgence, mais il resta perplexe devant l'ils, état de Sarah, incapable de comprendre la cause de ses maux ni de la soulager. Il ne pouvait que secouer la tête, impuissant. Sarah était au bord du gouffre, sa vie ne tenant que à un fil, ses yeux révélant une absence terrifiante, comme si son âme avait déjà commencé à quitter son corps épuisé. La mort semblait inévitable, une libération cruelle. Alors que la mort rôdait, une transformation subtile commença. Dans son état quasi comateux, Sarah, avec une force insoupçonnée, commença à moduler ses propres symptômes. Ses gémissements, ses tremblements, la pâleur de son visage. Chaque manifestation de sa maladie fut imperceptiblement exagérée, calibrée. Elle sentait le regard d'Abigail posé sur elle. Un mélange d'inquiétude et d'espoir tordu. Sans un mot, Sarah communiquait que cette cure était d'une puissance inouïe, la plus efficace de toutes. Son corps, devenu un champ de bataille, se transformait en un instrument de tromperie. C était la première étape de son plan, une vengeance silencieuse qui allait naître de sa propre agonie, transformant sa faiblesse apparente en une arme redoutable contre celle qui l'avait torturée. Les jours étiraient, longs et douloureux, mais l'esprit de Sarah, étrangement, commençait à s'éclaircir. Au fond de son faux coma, une étincelle de conscience persistait, observant les moindres détails. Elle avait découvert une vérité troublante. En feignant la mort, elle avait trouvé une forme de pouvoir. La souffrance qu'Abigail lui infligeait se transformait, dans son esprit, en une source de détermination glaciale. Plus jamais elle ne serait un simple cobaye. La vengeance, autrefois un murmure lointain de son âme brisée, devenait désormais un objectif clair, froid et inébranlable. Chaque battement de son cœur affaibli était un serment silencieux. Elle allait se relever, non pour pardonner, mais pour frapper, quand le moment serait venu. Elle commença à se rétablir lentement sous l'aile, œil vigilant d'Abigail. Sa faiblesse apparente était une couverture parfaite. Allongée sur sa paillasse, elle observait. La maîtresse, persuadée de la puissance de sa dernière potion, la surveillait de près, notant chaque frémissement, chaque soupir. Sarah étudiait les gestes d'Abigail, la façon dont elle mélangeait les herbes, l'ordre des ingrédients, les moments où elle les administrait. Elle se souvenait des odeurs, des textures, des couleurs. Rien échappait à ses yeux vifs. C était une danse silencieuse, un jeu de dupes, où seule l'une des deux connaissait les règles réelles. Chaque jour était une leçon, chaque observation un fragment de son arme future.
Au fil des heures passées à observer, une logique sinistre émergea des pratiques d'Abigail. Sarah, forte de ses souvenirs d'enfance passés à cueillir des herbes avec sa grand-mère, commença à identifier certaines plantes. Elle reconnaissait les herbes inoffensives, celles qui provoquaient de légers malaises, et plus important encore, celles qui, mélangées de certaines manières, pouvaient devenir toxiques. Une image mentale des plantes et de leurs effets se formait dans son esprit. La cruauté d'Abigail, basée sur l'ignorance et la superstition, était exposée. Sarah réalisait que le remède N était qu'un mélange chaotique de substances, certaines potentiellement dangereuses, et elle pouvait maintenant distinguer le vrai du faux. Sa convalescence simulée lui permit de se déplacer avec une lenteur calculée, sans éveiller les soupçons. Sous le prétexte de chercher un peu de soleil ou d'aider aux tâches ménagères légères, elle commençait à explorer discrètement les recoins de la plantation. Ses mains fines, habituées aux travaux des champs, touchaient furtivement les herbes sauvages, vérifiant leur texture, sentant leurs arômes. Elle cherchait des similitudes avec les ingrédients qu'Abigail utilisait, confirmant ses hypothèses. Était une collecte d'informations silencieuses, une cartographie des ressources naturelles de la plantation. Chaque plante identifiée était un pas de plus vers la construction de son propre plan. Voulez-vous savoir comment Sarah va trouver un allié ? Abonnez-vous, aimez et commentez pour ne rien manquer de cette histoire captivante. Le besoin d'un allié se fit sentir. Sarah savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Son regard se posa souvent sur Mama Cora, une vieille esclave, dont la sagesse était aussi profonde que ses rides. Mama Cora travaillait dans la cuisine, préparant les repas et les tisanes pour la grande maison. Ses yeux, empreints d'une tristesse ancienne, avaient tout vu, tout compris. Sarah sentait une connexion silencieuse avec elle, une reconnaissance de la souffrance partagée. Leurs regards se croisaient parfois, un instant furtif, porteur d'une compréhension muette. Sarah savait que si quelqu'un pouvait l'aider sans un mot, ce serait Mama Cora, une âme qui avait survécu à bien des tempêtes. Un soir, alors que la cuisine était vide, Sarah, sous prétexte d'aider à ranger, s'approcha de Mama Cora. Leurs mains se touchèrent brièvement près d'un panier d'herbes. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce silence pesant, un pacte non dit fut scellé. Pas un mot ne fut prononcé, mais Mama Cora comprit l'intention de Sarah, la lueur de vengeance dans ses yeux. Elle reconnut la même étincelle de rébellion que celle qui avait brûlé en tant d'autres. Mama Cora hocha la tête, un mouvement à peine perceptible. L'alliance était forgée, non par des paroles, mais par une souffrance partagée et un désir commun de justice, même si elle devait être secrète et dangereuse. Mama Cora, avec une discrétion impeccable, devint les yeux et les mains de Sarah dans les coulisses de la grande maison. Elle lui laissait de petits paquets d'herbes séchées, des informations sur les habitudes d'Abigail, et même les restes des mixtures non utilisées. Elle lui montrait des endroits discrets, où des plantes spécifiques poussaient, des plantes que seuls les anciens connaissaient, certaines inoffensives, d'autres potentiellement dangereuses si mal utilisées. Grâce à Mama Cora, Sarah accéda à une connaissance ancestrale des herbes, une science oubliée que la maîtresse, dans son arrogance, n'aurait jamais pu imaginer. Le plan de Sarah, auparavant abstrait, prenait une forme concrète, s'enracinant dans le savoir des opprimés. Sarah N. était plus la victime abattue. Une transformation intérieure profonde s'opérait en elle. Son corps, bien que marqué par les épreuves, retrouvait une nouvelle vitalité, nourrie par le feu de sa résolution. Son esprit, affûté par l'observation et la ruse, devenait un bastion impénétrable. La peur avait fait place à une patience froide. Le désespoir à une détermination inébranlable. Elle portait son masque de soumission avec une perfection glaçante, tandis que, à l'intérieur, elle devenait une guerrière silencieuse. Le public aurait pu sentir cette force grandir en elle, cette promesse de revanche qui attendait son heure, une vengeance inévitable et méritée. Avec les connaissances de Mama Cora et ses propres observations, Sarah commença ses propres préparations dans le plus grand secret. Dans les recoins sombres de sa cabane, à l'abri des regards, elle expérimentait. Elle écrasait des feuilles, mélangeait des poudres, testait des infusions, ses mains agiles et précises. Chaque geste était méticuleux, chaque ingrédient choisi avec soin. Elle ne cherchait pas à tuer rapidement, mais à reproduire, avec une subtilité diabolique, les symptômes que Madame Abigail avait si avidement notés. Le poison ne serait pas brutal, mais insidieux, une lente désintégration, miroir de sa propre agonie passée. La première phase de son plan était enclenchée. Sa fausse convalescence permit à Sarah de rester plus souvent à l'intérieur de la grande maison, loin des champs brûlants. Cette proximité forcée, autrefois une source d'angoisse, devint un atout inestimable pour son plan secret. Elle observait désormais Abigail avec une acuité redoublée,
non plus comme une victime soumise, mais comme une stratège patiente et calculatrice. Chaque mouvement de la maîtresse, chaque plat qu'elle consommait avec délectation, chaque verre qu'elle portait à ses lèvres, était enregistré avec une précision chirurgicale dans la mémoire vive de Sarah. Elle notait scrupuleusement les heures des repas, les préférences culinaires d'Abigail, et même les moments précis où la maîtresse se retrouvait seule, sans surveillance, dans l'intimité de ses appartements. Était une étude minutieuse et implacable des habitudes quotidiennes de sa tortionnaire, la première étape essentielle d'une danse macabre où le chasseur et la proie allaient bientôt échanger leurs rôles, sans que l'un d'eux ne le sache encore. Sarah transformait sa présence en une ombre observatrice, prête à frapper. Avec Mama Cora comme complice silencieuse, Sarah commença à manipuler subtilement l'environnement d'Abigail. Les premières étapes furent inoffensives, des poudres d'herbes calmantes ajoutées discrètement aux tisanes du soir, ou des infusions légèrement laxatives mélangées aux boissons matinales. Ces substances, choisies avec précaution, n'avaient pas pour but de nuire gravement, mais d'introduire de légers désagréments, de créer des schémas de symptômes confus et intermittents. Sarah observait attentivement les réactions d'Abigail, notant les plaintes, les expressions de malaise, la façon dont la maîtresse attribuait ses maux à la fatigue ou à de simples indigestions. Chaque petite altération était un test, une précieuse leçon sur la manière dont Abigail percevrait et réagirait à son propre corps, préparant le terrain pour des actions plus ciblées et plus insidieuses. Bientôt, Sarah commença à introduire les versions modifiées de ses propres remèdes, dans la nourriture et les boissons d'Abigail. Elle utilisait des herbes dont elle connaissait les effets, capables de provoquer des nausées, des vertiges ou une fatigue écrasante, des maux étrangement similaires à ceux qu'elle avait elle-même faim. Chaque dose était minime, calculée pour être insidieuse et non alarmante. Abigail, occupée par ses propres pensées et sa quête obsessionnelle de fertilité, ne soupçonnait rien. Elle buvait son thé, mangeait ses repas, ignorant que chaque bouchée et chaque gorgée la rapprochait d'un destin qu'elle avait elle-même forgé. Sarah, le visage impassible, servait sa maîtresse, un sourire intérieur de défi masqué par une parfaite soumission, transformant chaque service en un acte de vengeance silencieuse et déterminée. Les premiers symptômes ne tardèrent pas à se manifester chez Abigail. Des maux de tête persistants, une fatigue inhabituelle qui la rendait irritable, et des troubles digestifs inexpliqués commencèrent à perturber ses journées. Elle se plaignait de ces malaises, les attribuant au stress de la gestion de la plantation ou à ses propres expériences exigeantes, mais jamais à une cause extérieure ou malveillante. Sarah, toujours à ses côtés, observait avec une attention chirurgicale. Elle notait l'intensité de la douleur d'Abigail, la fréquence de ses plaintes, et la manière dont la maîtresse cherchait à se rassurer en minimisant ses propres souffrances. Pour Sarah, ces symptômes étaient la confirmation que son plan fonctionnait, que le poison de l'injustice commençait à se retourner contre celle qui l'avait semé, lentement mais sûrement, sans que personne ne se doute de l'origine de son mal croissant. Mama Cora, fidèle à son pacte silencieux, devint un maillon essentiel de cette chaîne de vengeance. Elle s'assurait que les herbes préparées par Sarah étaient bien ajoutées aux plats et aux boissons d'Abigail, profitant de son rôle dans la cuisine. Ses mains expertes, habituées à manipuler les ingrédients, effectuaient ces ajouts avec une discrétion absolue, sans laisser la moindre trace. Elle observait également les allées et venues des domestiques, s'assurant qu'Abigail était bien celle qui consommait les mixtures. Grâce à sa complicité, Sarah avait l'assurance que chaque étape de son plan était exécutée avec une précision mortelle. Était un travail d'équipe, une conspiration silencieuse et puissante, forgée dans l'ombre et la souffrance partagée, où chaque geste contribuait à l'effondrement imminent de l'autorité tyrannique d'Abigail. Malgré l'aggravation de ses symptômes, Abigail demeurait aveuglée par son arrogance et sa conviction inébranlable en sa propre supériorité. Elle interprétait ses maux croissants non pas comme les signes d'une maladie, mais comme les preuves d'une purification de son corps, une étape nécessaire avant d'atteindre la fertilité tant désirée. Elle se vantait même parfois devant William, son mari, ou les autres domestiques, de la puissance de ses remèdes, ironiquement persuadée que son corps réagissait positivement à ses propres expérimentations. Sarah écoutait ces paroles avec une froide satisfaction, le masque de la soumission toujours parfaitement en place. La maîtresse était piégée dans sa propre folie, incapable de voir la main invisible qui la guidait lentement vers sa propre perte. Les troubles d'Abigail devinrent plus persistants, la rendant de plus en plus faible et irritable. Ses nuits étaient agitées, ses journées marquées par une confusion croissante, mais son aveuglement restait total. Elle continuait à croire fermement que ses propres recherches étaient la cause et le remède de ses maux, enferrée dans un cycle de déni et d'auto-tromperie. Sarah, elle, continuait d'accomplir ses tâches avec une diligence exemplaire, observant silencieusement œuvre de sa vengeance se dérouler sous ses yeux.
La tension montait, palpable pour le public, qui sentait que le point de non-retour était proche. La scène était désormais parfaitement préparée pour le déclin inévitable d'Abigail, une chute orchestrée par la victime qu'elle avait tant méprisée et torturée. La santé de Madame Abigail Sterling déclinait désormais à une vitesse effrayante, bien au-delà des simples malaises passagers. Les maux de tête persistants étaient transformés en migraines atroces, martelant son crâne sans répit, et les légers vertiges en étourdissement constant qui la clouaient au lit, incapable de se tenir debout. Son corps, autrefois rigide et autoritaire, était à présent secoué de tremblements incontrôlables, et son visage, jadis marqué par l'amertume, était déformé par la douleur et une pâleur cadavérique. Elle ne pouvait plus se lever sans aide, ses membres étant alourdis, comme paralysés par une force invisible et insidieuse. Les nuits étaient un calvaire sans fin, chaque heure lui apportant son lot de souffrances nouvelles, un supplice qui la consumait de l'intérieur, la laissant sans repos ni répit, une ombre d'elle-même se dissipant peu à peu. Le docteur de la plantation, un homme âgé et consciencieux, était désormais appelé chaque jour, son visage de plus en plus soucieux et ses gestes empreints d'une impuissance grandissante. Il examinait Abigail, prenait son pouls fébrile, écoutait sa respiration laborieuse, mais restait perplexe, incapable de poser un diagnostic clair malgré toutes ses connaissances. Ses remèdes habituels, si efficaces d'ordinaire, ne faisaient aucun effet sur cette mystérieuse affliction. Il attribuait la situation à une maladie des femmes ou à un déséquilibre des humeurs, des explications vagues qui ne calmaient ni William ni les domestiques. Abigail, malgré l'évidence terrifiante de sa détérioration physique, s'accrochait à un déni obstiné. Elle persistait à croire que ces maux étaient qu'une phase extrême de purification, la dernière étape nécessaire avant l'atteinte de la fertilité tant désirée, une preuve ironique et cruelle de la puissance de ses propres concoctions. Pendant tout ce temps, Sarah restait inlassablement à ses côtés, une ombre fidèle et discrète dans la chambre assombrie de la maîtresse. Son visage était une toile vierge, ses yeux vifs ne trahissant aucune émotion, juste une attention constante et une vigilance implacable. Elle servait les tisanes amères qu'Abigail peinait à avaler, l'aidait à se tourner dans son lit quand la douleur devenait insupportable, et écoutait ses plaintes incessantes sans un mot, sans une once de pitié apparente. Chaque geste était accompli avec une diligence parfaite, une soumission irréprochable qui trompait tous ceux qui la voyaient. Personne ne pouvait soupçonner la froide détermination qui l'animait au plus profond d'elle-même. Sa présence était devenue un rappel constant et invisible de la dette que la maîtresse était en train de payer, le témoin silencieux d'une justice implacable. Alors que le poison continuait son œuvre insidieuse, l'esprit d'Abigail, déjà fragile, commença à vaciller de manière alarmante. Des visions fiévreuses et terrifiantes l'assaillaient sans relâche, mélangeant les visages des esclaves qu'elle avait tourmentés à des images de plantes déformées et de concoctions bouillonnantes, leurs odeurs âcres, semblant flotter dans l'air. Elle murmurait des noms, des phrases incompréhensibles, son regard errant dans le vide, les yeux grands ouverts sur des scènes que seule elle pouvait voir. La réalité et le délire se confondaient, transformant sa chambre en un théâtre d'horreur personnelle. Elle revoyait les corps dénudés des femmes, leurs regards suppliants, les flacons d'herbe, le tout dans un tourbillon infernal. Son esprit, incapable de supporter la vérité de ses propres actions passées, se fracturait irrémédiablement, la laissant prisonnière d'un cauchemar éveillé, une punition psychologique qui s'ajoutait à sa souffrance physique. Un après-midi, alors que le soleil filtrait faiblement à travers les rideaux lourds de la chambre d'Abigail, une lueur de lucidité déchirante traversa les yeux embués de la maîtresse. Son regard, soudainement clair et perçant, se posa sur Sarah, qui était en train d'ajuster une couverture sur son corps tremblant. Dans cet instant terrible et suspendu, la maîtresse vit non pas une simple esclave, mais le reflet glaçant de sa propre cruauté, l'architecte silencieuse de son supplice. Une horreur profonde et une reconnaissance tardive balayèrent son visage déformé par la douleur. Elle comprit. Elle comprit la similitude des symptômes, la lente agonie, et le poison qu'elle avait elle-même créé. Sarah soutint son regard sans ciller, son visage sans expression, mais une étincelle de triomphe brûlait au fond de ses yeux. Était la confrontation silencieuse, la vérité dévoilée sans un mot, un échange de âme où le prédateur devenait la proie, et la victime, l'exécuteur implacable. Abigail tenta de parler, de crier, de dénoncer, mais sa gorge était sèche et nouée, sa voix brisée et inaudible. Un dernier râle déchirant échappa de ses lèvres, un son guttural de désespoir pur et de terreur absolue. Ses yeux se révulsèrent, fixant le vide avec une horreur insondable, puis se fermèrent lentement, emportant avec eux la dernière étincelle de vie, de terreur, et la compréhension tardive de son destin funeste. Son corps,
autrefois si autoritaire, se détendit, inerte et froid, ne laissant qu'une forme sans âme. Le silence retomba sur la pièce, plus lourd que jamais. Sarah resta immobile un instant, observant la coquille vide de celle qui avait été sa tortionnaire. Aucune joie bruyante n'apparaissait sur son visage, seulement une satisfaction froide et profonde. Le pouvoir d'Abigail était éteint, son règne de cruauté terminé, non par une révolte éclatante et bruyante, mais par une vengeance murmurée, tissée de ses propres outils. La mort de Madame Sterling plongea la grande maison dans un mélange de consternation et de soulagement inavoué pour certains des domestiques. William Sterling, son mari, fut dévasté par cette perte soudaine et inexplicable, attribuant le décès de sa femme à une maladie mystérieuse et implacable, sans jamais soupçonner la vérité. Les autres esclaves, bien que sans mots, comprirent en voyant le visage serein de Sarah, désormais rétabli de sa propre maladie, avec une rapidité étonnante. Le cycle de cruauté d'Abigail était brisé. La structure de pouvoir de la plantation avait été ébranlée, non par une rébellion visible et violente, mais par une force invisible et silencieuse, tissée dans l'ombre et la souffrance. La justice avait été rendue d'une manière inattendue, laissant derrière elle un sentiment de catharsis, et la certitude que même les opprimés pouvaient trouver un chemin vers la rétribution. La disparition de Madame Abigail Sterling plongea la vaste plantation dans un mélange complexe de consternation officielle et de soulagement inavoué, surtout parmi les esclaves. William Sterling, son époux, fut dévasté par ce décès soudain et inexplicable, attribuant la fin de sa femme à une maladie mystérieuse et implacable, sans jamais soupçonner la vérité cachée derrière les rideaux de leur demeure. Pour Sarah, cette mort marqua une libération profonde, bien que silencieuse. Elle, qui sait, était rétablie de sa propre maladie avec une rapidité déconcertante aux yeux de tous, portait désormais le poids d'un secret lourd, un fardeau, mais aussi la satisfaction froide et profonde d'une justice accomplie. Sa vie à la grande maison continua, mais son regard avait changé, teinté d'une force nouvelle, d'une dignité inébranlable que personne ne pouvait lui ôter. Elle, était plus une simple cobaye, mais une survivante redoutable, une stratège silencieuse qui avait réussi à déjouer la cruauté par la ruse, la patience et une détermination sans faille, transformant sa propre agonie en une arme redoutable. Le décès d'Abigail, bien que mystérieux et inexpliqué pour William Sterling et le monde des maîtres, ne trompa pas les habitants de la plantation. Les autres esclaves, sans un mot, comprirent la vérité en observant le visage serein de Sarah et son rétablissement inattendu. Le cycle de cruauté d'Abigail était brisé, non par une révolte bruyante, mais par une action invisible et silencieuse, tissée dans l'ombre et la souffrance partagée. Une nouvelle dynamique, subtile mais palpable, s'installa sur la plantation. La peur persistait, mais une étincelle d'espoir, une compréhension tacite de la justice rendue, commença à circuler discrètement parmi les opprimés. Ils savaient désormais que même le pouvoir le plus absolu pouvait être ébranlé de l'intérieur, que la résistance pouvait prendre des formes inattendues, et que la dignité pouvait être défendue, même au prix d'une vengeance froide et calculée, menée avec une détermination inébranlable. Sarah continua sa vie sur la plantation, mais elle, était plus la même femme. Le poids de son secret, bien que lourd et solitaire, était aussi une source de force inépuisable, un bouclier intérieur. Son acte, jamais révélé publiquement, devint un témoignage poignant de la résilience humaine, face à l'oppression la plus brutale et déshumanisante. Il prouvait, sans un mot, que l'intelligence et la ruse des marginalisés pouvaient trouver des chemins inattendus et efficaces pour la rétribution, même dans les systèmes les plus cruels. Elle avait transformé sa propre torture en un instrument de justice implacable, démontrant que le pouvoir peut être subverti de manière subtile, et que la véritable révolution n'est pas toujours bruyante, mais parfois un murmure fatal qui éteint les tyrans. Son héritage ne fut pas écrit dans les grands livres d'histoire, mais il fut gravé dans les cœurs de ceux qui avaient été témoins de sa force silencieuse. L'histoire de Sarah est un rappel puissant que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière de la résistance peut briller. Elle nous enseigne que la justice, bien qu'elle puisse prendre du temps et s'exprimer de manières inattendues, finit par trouver son chemin. Cette vengeance silencieuse, loin d'être un acte de haine pure, fut une affirmation de dignité, une réappropriation de son humanité volée. Elle nous fait réfléchir sur les conséquences de l'abus de pouvoir et sur la force incroyable de l'esprit humain à survivre et à se venger. La véritable révolution n'est pas toujours là où on l'attend, mais souvent dans les cœurs de ceux qui ont tout perdu, sauf leur volonté. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime, et de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé.